Monseigneur, soyez le bienvenu dans ce palais des Académies. Soyez aussi remerciés pour ne pas avoir suivi cet aphorisme célèbre d'Achille Chavée, l'un de nos poètes ennuyés et surréalistes. Un jour, écrivait-il, je n'entrerai pas à l'Académie. Vous auriez pu, Monseigneur, venir ici souvent et converser avec l'un des nôtres, feu le professeur Georges Tinès, poète, romancier, mais par ailleurs éthologue, comme l'était Michel de Montaigne, et éminent spécialiste des poissons cavernicoles et abyssaux. Pour votre présence et vos engagements, nous vous exprimons aujourd'hui notre très sincère gratitude. Monseigneur, Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la directrice générale adjointe du service général des lettres et du livre, Messieurs les députés et bourgmestres, Messieurs les secrétaires perpétuels, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Si l'Académie française fut fondée dès 1635, si nos confrères et nos consoeurs néerlandophones tenaient la leur à Gand depuis 1886, la Belgique francophone a dû patienter jusqu'en 1920 pour que soit enfin installée son Académie royale de langue et de littérature française. Un mouvement littéraire, mais il n'est pas le seul, tient un rôle important dans cette histoire tourmentée. La Jeune Belgique, ou comme on les nommera aussi, les Jeunes Belgiques. En 1881, ils ont une vingtaine d'années, s'appellent Max Waller, Albert Giraud, Jules Destrée ou Maurice Maeterlinck. Et inutile de dire qu'ils entendaient faire table rase des littérateurs qui les avaient précédés. On tire sur Hugo, Gautier et Banville, sans oublier l'Académie royale de Belgique, qui n'avait pas de chaise, de fauteuil pour les Lemonnier, Verhaert ou Rodenbach. Pas de littérateurs, pas de ces faiseurs d'imaginaire, se disait-il, non loin d'ici. Notre confrère Raymond Trousson a de fort belle manière raconté cette petite histoire de l'Académie. Le temps nous étant compté, j'évoquerai simplement ici quelques faits marquants qui jalonnèrent la genèse de notre institution. Ainsi, par exemple, en 1905, Louis Delattre, médecin et écrivain régionaliste, soumet à l'Association des écrivains belges un questionnaire au sujet de la création éventuelle d'une académie. Les réactions furent nombreuses, beaucoup de oui, ou de oui, mais, et quelques non, parmi lesquels plusieurs deviendront nos confrères. Quant à Jules Destrée lui-même, aux ironies du sort, il s'en tira avec cette phrase sibylline « Je n'aime pas beaucoup les académies ». On sait ce qu'il en advint une quinzaine d'années plus tard. Une certaine conscience était cependant née. Le ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique de l'époque transmit une note à la classe des lettres et des sciences morales et politiques de la Thérésienne, qui, une fois de plus, c'était le 9 juin 1906, ferma ses portes aux créateurs dont eux, savants et érudits, n'avaient que faire. Les littérateurs, répondirent-ils, n'auraient aucun avantage sérieux à s'enfermer dans les cadres rigides d'une académie. Nouvelle polémique dans les journaux et les revues littéraires pour finalement entendre la voix de l'un de ces jeunes Belgiques, Albert Giraud, qui, sous pseudonyme, fit paraître dans l'Étoile belge l'avis suivant. Qu'on adjoigne à l'Académie une classe nouvelle ou qu'on crée une nouvelle académie, je n'y vois aucun inconvénient si les écrivains le désirent. Oui, si un hôtel de Rambouillet, en rendant nos écrivains plus sociables, leur enseignait les vertus de la clarté, de l'élégance et du goût, s'il les guérissait de leur jargon emphatique ou trivial, je bénirais l'hôtel et ses habitants. Mais une fois encore, les choses en restèrent là.
L'après-guerre venue, le peintre Fernand Knauf et l'Académie royale de Belgique proposèrent aux écrivains quelques sièges dans la classe des beaux-arts, celle des lettres n'en voulant toujours pas. Mais il s'agissait là encore de sièges provisoires. Et comme le dit avec beaucoup d'humour Raymond Trousson, ce n'était même pas la petite porte, à peine une chatière. L'Association des écrivains refusa l'aumône de la Thérésienne et alla s'en plaindre au ministre des Sciences et des Arts, notre Jules d'Estrées. Alors que les questions linguistiques se faisaient nombreuses, Louis Pierrard, un député de Frameries, à qui il faudra bien un jour reconnaître les nombreux mérites qui furent les siens, proposa à la Chambre des représentants la création d'une académie de littérature française. Et la chose fut entendue le 5 juin 1920 par 33 voix contre 13. Jules d'Estrées consulta encore son vieil ami Albert Moquel et prépara son fameux rapport au roi. L'arrêté royal du 19 avril 1920 entérina une fois pour toutes la création de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Ce rapport au roi déclarait en substance, et je le cite, « L'Académie royale de langue et de littérature française comprendra donc non seulement des écrivains proprement dits, poètes, romanciers, dramaturges, essayistes, critiques, mais aussi un certain nombre de philologues. Le sens total d'une langue ne se révèle en effet qu'en fonction de son incessante transformation. Aux côtés de ceux qui l'emploient avec autorité et l'enrichissent parfois inconsciemment, doivent se trouver ceux qui en étudient le perpétuel mouvement. Par ailleurs, l'Académie ne peut pas ne pas se préoccuper de nos dialectes wallons, si savoureux, si pleins de vie. Les philologues romans ont leur place à l'Académie de littérature française. Et ceci encore. D'autre part, les choix de l'Académie ne devront pas être exclusivement masculins. Dans ces dernières années, les femmes de lettres ont donné trop d'incontestables preuves de leur talent pour qu'on songe à les écarter d'une compagnie littéraire. Notre Académie n'était plus un mythe, mais une réalité. Qui plus est, elle affirmait son vif intérêt pour la francophonie, lui réservant 10 sièges. En feront partie, et je ne citerai ici que les seules consoeurs étrangères. Anna de Noailles, Colette, la princesse Marthe Bibesco, Marguerite Yourcenar, la duchesse Edmée de la Rochefoucauld, Assia Djebar et Dominique Rollin. La linguiste Marie-Josée Beguelin et les romancières Marie-Claire Blais et Sylvie Germain sont actuellement des nôtres. En 1995, Jean Tordeur écrivait dans l'alphabet illustré de l'Académie « On devine sans peine combien semblable rendez-vous de différences par la génération, par la nationalité, par le domaine d'élection, par les courants de pensée et d'œuvres dominantes qui les ont inspirés ou qu'ils ont peut-être même produites, réserve de découvertes, de surprises, d'entrecroisements. Tant il est vrai que la fréquentation des uns et des autres, le partage de connaissances dans nos domaines respectifs que nous entendons maîtriser au mieux et l'écoute au monde, à ses souffrances et ses multiples questionnements, tout cela devrait faire de chacune et chacun d'entre nous des références et non des miroirs aux alouettes, des passeurs plutôt que de simples curieux. Aujourd'hui, l'Académie s'est positionnée face aux dérives de l'écriture inclusive qui, s'il possède un certain bien fondé, n'en reste pas moins une manière inappropriée d'écrire et communiquer. Si nous récusons le point médian beaucoup trop inclusif que ce qu'il prétend, nous encourageons cependant depuis longtemps la féminisation des noms de métiers et fonctions, mais aussi, quand on le peut, l'usage des formulations doubles, des mots épicènes, voire des formules passives. Par ailleurs, ne devrions-nous pas nous insurger devant l'emploi abusif, particulièrement dans nos médias et chez nos politiciens, de ces mots anglo-américains qui pourtant ont des équivalents français?
Pourquoi diable des newsletters, des private banking, du live, du best-of, des best-sellers, quand ce n'est pas tracing et lockdown en ces temps de pandémie? À cet égard, les Caraïbes et l'Afrique, terre de la francophonie, seront demain, j'en suis convaincu, les meilleurs défenseurs de cette langue française, si menacée dans notre propre pays. Michel Serres ne s'y était pas trompé dans sa défense et illustration de la langue française aujourd'hui, lorsqu'il affirmait « La sauvegarde d'une langue, c'est la sauvegarde de l'invention, de l'originalité et de la liberté. » Notre Académie croit en ces valeurs-là. En ce début du XXIe siècle, l'Académie ne devrait-elle pas s'engager sur des sujets qui préoccupent notre société et la culture, et ce, même si elle ne partage pas toujours l'avis de nos gouvernants? Il nous appartiendra d'y répondre. Et nous nous souviendrons peut-être alors de ce qu'Albert Giraud disait lors de l'installation officielle de notre Académie le 15 février 1921, et je le cite, « J'espère, disait-il, que l'Académie montrera toujours la même largeur d'esprit et le même éclectisme dont elle a fait preuve à ses débuts, indépendante aussi bien de la politique que des coteries mondaines. Elle ne prétend pas à l'infaillibilité. Elle se trompera quelquefois, et on le lui reprochera. Quant à moi, ajoutait Giraud, si j'osais aller jusqu'au bout de ma pensée, je dirais « J'espère qu'elle se trompera parfois. » Monseigneur, Mesdames, Messieurs, depuis 1920, 5 ou 6 générations d'académiciens se sont bien souvent appliqués à suivre les préceptes de leurs prédécesseurs, et tout particulièrement l'ouverture d'esprit. J'y ajouterai volontiers la curiosité, l'attention aux autres et à leurs différences. Ces différences, fussent-elles linguistiques, ne sont-elles pas l'expression d'une liberté partagée? Ne sont-elles pas gages d'un monde qui soit le meilleur possible? Ne sont-elles pas ce que nous devons donner de mieux aux générations futures? J'ose le penser. Je vous remercie. Monseigneur, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, c'est un réel honneur et une joyeuse fierté pour moi de prendre la parole et de célébrer le 100e anniversaire de cette Académie royale réunissant, selon le dessein exprimé par Jules d'Estrées, les personnalités qui, par leurs travaux, leurs écrits, leurs discours, ont contribué de la façon la plus éminente à l'illustration de la langue française, soit en étudiant ses origines et son évolution, soit en publiant dans cette langue des ouvrages d'imagination ou de critique. Claude Lévi-Strauss, né ici même à Bruxelles en 1908, indiquait, dans son discours de réception à l'Académie française, l'importance qu'il accordait à des institutions telles que celle-ci, je cite, « concrétion historique, sans le renfort desquelles nulle société ne pourrait subsister, ni même se construire, privée qu'elle serait d'ossature. » Comme le secrétaire perpétuel l'a rappelé, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique est, au regard de l'Académie française, ou même de sa consoeur néerlandophone, une concrétion encore jeune. Et la communauté française est une concrétion plus jeune encore. Le décret du 4 février 1993 portant statut de l'Académie précise le lien organique qui l'unit à la communauté française tout en garantissant sa nécessaire indépendance. À lire ce décret, on pourrait avoir le sentiment, paradoxal, que les missions dévolues à l'Académie se superposent à celles assignées à l'administration de la communauté française, donc au service général des lettrés du livre.
Il s'agit pour l'Académie, je cite ici le décret, d'étudier, de pratiquer, de promouvoir la langue et la littérature française. Il lui revient également de rendre des avis dans les domaines qui sont de son ressort, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'exécutif de la communauté française, soit encore à la demande de tout autre pouvoir public. En quoi consiste dès lors la différence entre nos deux institutions? Elle repose, me semble-t-il, sur 3 éléments. D'abord, l'indépendance. Cette indépendance que soulignait dans son discours le secrétaire perpétuel. Cette indépendance qui offre à la fois une liberté de ton et d'esprit, mais qui impose aussi une responsabilité, celle d'œuvrer au bien commun et de veiller en toute impartialité, équité et désintéressement au rayonnement de nos lettres et de notre langue, tant en Belgique qu'à l'international. Le deuxième élément de distinction tient naturellement à la composition même de l'Académie, constituée de pairs, écrivains et philologues belges et étrangers. À travers eux, l'Académie contribue à la vie littéraire en Belgique francophone, tant par ses publications que par les nombreux prix qu'elle décerne et le soutien qu'elle apporte aux auteurs comme aux revues, encouragés dans cette action par une dotation annuelle de la communauté française. Je souhaite saluer à ce propos l'activité éditoriale menée depuis son origine par l'Académie, laquelle propose aujourd'hui un catalogue riche et diversifié d'œuvres littéraires inédites ou rééditées et d'études philologiques et critiques. Certains titres sont aujourd'hui disponibles dans la belle collection de poche créée en 1990 par Jean Tordeur, telle l'affaire de Coster Van Sprang de Raymond Trousson. D'autres titres se présentent sous la forme de coffrets réunissant des rééditions de romans d'auteurs et d'autrices belges francophones tels que Jean Munot ou Marie-Thérèse Bodard. D'autres titres encore sont parus dernièrement sous format électronique, tels Les Souvenirs de Babel de Daniel Droix. Le troisième et dernier élément qui, à mon estime, distingue nos deux institutions tient dans une certaine forme de rapport au temps. L'Académie fonctionne en effet dans une temporalité qui diffère de celle qui concourt au renouvellement démocratique des assemblées parlementaires du Royaume. Elle connaît certes des élections, mais celles-ci sont toujours individuelles et elles obéissent à un rythme discontinu. Il en découle une distance, sans doute salvatrice, pour échapper à la frénésie d'une société dictée par l'urgence permanente, où la sérénité nécessaire au débat fait souvent défaut. Cette distance n'est pourtant pas synonyme d'indifférence à l'actualité ou aux enjeux contemporains de notre société, comme en témoignent par exemple les recherches et les positions récentes de l'Académie sur la prise en compte des questions de genre dans les usages de la langue. Par la voix de son secrétaire perpétuel, l'Académie participe également aux travaux de la Chambre de concertation des écritures et du livre, l'organe consultatif chargé de remettre à la ministre de la Culture des avis et recommandations sur les politiques à développer en faveur des différents acteurs de la chaîne du livre en Belgique francophone. En m'écoutant, vous pourriez penser que le lien organique que j'évoquais entre la communauté française et l'Académie n'est dicté que par la volonté du législateur. Or, ce lien est également entretenu par les heureuses collaborations instaurées entre nos institutions, naguère par Jacques de Decker, dont je salue la mémoire, et aujourd'hui, bien sûr, par Yves Namur, qui lui a succédé. La qualité des relations que nous entretenons se manifeste notamment par l'accueil que réserve l'Académie dans ce bâtiment prestigieux et historique à des manifestations organisées par le Service général des lettres et du livre, comme l'état des lieux de la critique littéraire en 2010, le 25e anniversaire du décret relatif aux langues régionales endogènes en 2015, ou, à date plus récente, la présentation du portail des littératures belges francophones Objectif Plume et la remise des prix du concours La Petite Fureur, qui incite les jeunes de 3 à 15 ans à proposer des créations originales à partir de leur lecture. Quel parfait symbole, finalement, que ce pont établi entre les générations. D'un côté, une institution qui honore des auteurs accomplis pour leur contribution à la richesse de notre langue et de notre littérature. De l'autre, ces créateurs en herbe qui occuperont peut-être un jour la place de celles et ceux qui les ont reçus avec bienveillance. Pour reprendre l'image utilisée par Claude Lévi-Strauss que je citais au début de mon intervention, puisse l'Académie, nonobstant les nombreuses aventures institutionnelles à laquelle la Belgique s'est habituée, demeurer l'ossature sur laquelle pourront croître les politiques menées par la communauté française en matière de langue et de lettres pour les 100 prochaines années au moins.
Je vous remercie de votre attention. Monseigneur, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, et si vous le permettez, chers confrères et chers amis, participer à la célébration du centenaire de l'Académie royale
de langue et de littérature française de Belgique, et pour celle qui représente ici l'Académie française, un très grand honneur. C'est aussi une rencontre particulièrement émouvante, rencontre de deux académies proches par l'esprit et la vocation. Je veux vous en exprimer ma très vive gratitude au nom de tous les membres de l'Académie française que je représente aujourd'hui auprès de vous. Nos académies ont une histoire différente, certes. L'Académie française n'est pas loin de son 4e centenaire, alors que l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique fête tout juste ses 100 ans d'existence. Mais nous avons en commun une même passion et une même vocation, porter la langue française dont notre fondateur, le cardinal de Richelieu, a dit qu'elle était immortelle, de là notre devise, à l'immortalité, qui est celle de la langue, de notre langue. Par une plaisante extension, on nous qualifie à l'Académie française d'immortels. Permettez-moi de partager désormais ce qualificatif avec vous, mes chers confrères, puisque nous partageons la même vocation. Faire vivre, accompagner les évolutions de notre langue et nous consacrer à l'illustration de la langue française. À bien des égards, nous nous ressemblons. Chacune de nos académies compte 40 membres. Ce nombre qui fut fixé par notre fondateur a incontestablement un sens symbolique. C'était un cardinal de l'Église romaine. Et l'on peut penser que notre académie lui doit sa pérennité, sa capacité à traverser sans encombre les siècles en dépit des orages et des menaces, sans jamais renoncer à poursuivre sa tâche, assurer la présence et l'éclat de notre langue en tout temps et en tout lieu. Nous avons en commun des principes et des règles. Avant tout, nous sommes indépendants, l'esprit de liberté. Nous sommes libres de choisir ceux qui rejoindront nos académies, libres de nous organiser, libres de saluer par nos prix ceux dont nous estimons les œuvres dignes de cet honneur. Je pourrais énumérer longtemps les traits qui font notre ressemblance, mais je préfère maintenant m'arrêter sur ce qui nous différencie, quelque peu, et qui m'inspire une grande admiration pour vous. L'esprit prospectif de votre académie. Certes, votre académie, comparée à l'Académie française, est d'une grande jeunesse, et pourtant, vous êtes des précurseurs. Votre fondateur, le ministre d'Estrées, dans le rapport qu'il présenta au roi pour lui proposer de créer une Académie royale de langue et de littérature française en 1920, a suggéré un certain nombre de prescriptions pour l'Académie qui serait créée. Toutes ces prescriptions sont en avance sur l'esprit du temps, les usages académiques, et elles vont nous inspirer, nous, des décennies plus tard. Permettez-moi d'insister sur deux propositions si remarquables qui nous guident aujourd'hui. Le ministre d'Estrées a insisté dans son rapport sur la nécessité pour l'Académie naissante d'inclure dans ses rangs des membres étrangers choisis dans divers pays où la langue française est portée, étudiée, cultivée, qu'il qualifie, et c'est une très jolie expression, de province intellectuelle de la langue française. En vertu de cette prescription, l'Académie royale de Belgique compte 10 membres étrangers, soit le quart de ses effectifs, qui se répartissent comme les membres belges en littéraire et en philologue, ainsi que le veulent vos statuts fondateurs. Des Français, des Suisses, des Canadiens, des Roumains, mais aussi des amoureux plus lointains de notre langue, finlandais ou danois, ont été ainsi appelés à rejoindre l'Académie royale de Belgique. Comment qualifier cette obligation, sinon en recourant au mot que l'on ignore encore à cette époque, francophonie. Certes, le terme francophonie a été inventé en 1871 par Onésime Reclus, mais il ne deviendra populaire, compréhensible aux larges masses que beaucoup plus tard, au milieu du siècle suivant. Et c'est l'Académie royale qui l'illustre, qui lui donne vie dès 1920 par l'appel fait aux étrangers francophones. Jean Cocteau, Georges Duby, Gabriel D'Annunzio ou l'Américain Robert Darnton, tous membres de l'Académie royale en témoignent. La francophonie, c'est ici qu'elle a pris corps. Autre vision d'avenir, celle qui ouvre l'Académie aux femmes.
Le rapport d'Estrée dit expressément, cela a été cité tout à l'heure, les choix de l'Académie ne pourront pas être exclusivement masculins. En 1920, le propos était novateur. Pourtant, dès l'année suivante, l'Académie accueille une femme, française de surcroît, Anna de Noailles. Quelle leçon pour l'Académie française qui ouvrira ses portes à une femme 6 décennies plus tard. Marguerite Yourcenar fut élue en 1980, alors que Colette ou Aimée de la Rochefoucauld vous auront rejoint bien avant. De même, l'Académie française, si elle sut élire quelques étrangers, Kessel, Troyat, Julien Grigny, Ionesco, de manière exceptionnelle, ne s'ouvrira réellement à eux qu'au début du XXIe siècle pour devenir, elle aussi, une académie francophone. Vous avez, chers confrères de l'Académie royale, ouvert la voie dans ces deux domaines, la féminisation et la francophonie, dès votre création. Et en cela, vous aurez servi plus que toute autre institution de modèle pour assurer la projection et le prestige de la langue française dans le monde. Si au XVIIIe siècle, le monde parlait français, si Rivarol a pu saluer si glorieusement l'universalité de la langue française, il nous faut admettre que ces certitudes optimistes appartiennent au passé et que le monde moderne est moins propice à la prééminence de la langue française. On ne peut certes plus parler d'universalité de la langue française, mais, et ce n'est peut-être pas moins satisfaisant, nous constatons tous, et la francophonie en est le plus sûr témoin, qu'il existe un attrait quasi universel pour la langue française, un choix du cœur pour une langue qui séduit toujours par sa capacité à rapprocher les peuples, les êtres humains, à les unir autour de certitudes communes et d'une culture commune que la langue et la littérature portent depuis des siècles. Nos académies ont une part essentielle dans la présence universelle de la langue française. C'est notre vocation commune que je veux saluer, avant de souhaiter, au nom de la vieille dame du Quai Conti, un long et riche avenir à cette jeune centenaire qui nous aura tant inspirés et qui aura tant apporté à notre langue. Je vous remercie. Monseigneur, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française, Madame la directrice générale adjointe du service général des lettres et du livre, Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. J'ai souvent eu le plaisir et l'honneur à me trouver dans ces murs. Ces sentiments ont une résonance particulière aujourd'hui en ces circonstances de célébration. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous transmettre les plus chaleureuses salutations de son Excellence, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, ainsi que celles de sa représentante en Belgique, Madame l'ambassadrice Isidora Niang, empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté, et qui toutes deux s'associent pleinement à cette célébration du centenaire de l'Académie royale de langue et de littérature française. Une académie qui s'inscrit avec ses hautes personnalités et ses travaux d'excellence dans le concert des nations francophones et qui, avec vigueur, rigueur et conviction, mais également dans un esprit d'ouverture et novateur, on l'a relevé, participe à la défense d'idées et de valeurs qui nous sont chères, plus particulièrement celles de diversité linguistique et culturelle. Ces valeurs figurent parmi nos missions prioritaires et constituent certains des nombreux points communs entre l'Académie et l'Organisation internationale de la francophonie.
L'OIF est souvent perçu comme un acteur de promotion de la langue française. Et certes, c'est aussi ce qu'elle est. Mais l'ADN de l'OIF n'est pas que dans la langue, mais aussi et surtout dans le dialogue, celui des cultures, l'échange, la solidarité et le partage sur le socle commun d'une langue et de valeurs. L'OIF, forte de la richesse des patrimoines de ses États membres, autant matériels qu'immatériels, à l'instar des langues qui sont parlées dans son espace, se veut le promoteur actif de l'émergence d'une conscience internationale qui intègre les diversités. En faisant la promotion de la langue française sur les 5 continents et en mettant en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de ses 88 États, 88 États et gouvernements membres, l'OIF se met ainsi au service du savoir francophone, et cela au bénéfice de ses populations, de ses 300 millions de locuteurs. Par ailleurs, notre organisation défend l'usage du français dans un contexte de multilinguisme, notamment dans les organisations internationales, et plus particulièrement ici, à Bruxelles, auprès de l'Union européenne et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Monseigneur, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde clair-obscur, le savoir et son accès sont régulièrement mis à mal. Les stéréotypes et les préjugés, teintés trop souvent d'obscurantistes relents dogmatiques, ne font qu'accroître l'impérieuse nécessité de soutenir et de renforcer ces creusets d'idées librement exprimées que sont les académies. La crise liée à la pandémie de la Covid-19, avec ses multiples effets sur nos vies, sur nos sociétés, sur nos économies et sur nos États, a rendu davantage évident le rôle primordial et l'importance capitale des institutions culturelles comme les académies. Mais elles devront, comme toutes les autres institutions et organisations de nos sociétés, se réinventer pour demeurer toujours pertinentes dans le monde post-Covid qui se dessine. Nul doute que l'Académie royale qui nous accueille aujourd'hui sortira d'un tel exercice nécessaire, renforcé et mieux outillé pour continuer d'apporter sa contribution au rayonnement des idées et de la langue française. Avant de conclure ma brève allocution, permettez-moi encore de souhaiter, au nom de l'Organisation internationale de la francophonie et en mon nom propre, à l'Académie royale de langue et de littérature française, à son secrétaire perpétuel et à toute son équipe, une année anniversaire plus riche encore que les 100 dernières. Je vous remercie de votre attention.
Monseigneur, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de notre Académie, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je vais non pas totalement clôturer cette séance, mais être extrêmement brève, comme on me l'a demandé, d'autant qu'un certain nombre de choses ont été dites par tous ceux qui m'ont précédé. C'est toujours un peu la difficulté des personnes qui interviennent pratiquement à la fin d'une séance. Et je voudrais redire un certain nombre de choses un peu autrement que ne l'a fait, avec une élégance et une bienveillance extrême, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Je voudrais rappeler que dès sa création, après les horreurs de 14-18, l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique a introduit, on l'a déjà dit mais je le rappelle, une mixité parmi les académiciens, une mixité qui n'est pas une parité, tout à fait, mais enfin, et qu'il y a eu parmi les Belges, notamment, j'en cite quelques-unes, des femmes académiciennes, Marie Guévers, Suzanne Lillard, Émilie Noulet, Claire Lejeune, Julia Bastin, Françoise Mallet-Joris, etc. Et je ne cite évidemment que des personnes qui ne sont plus là. Et parmi les étrangères, comme vous le savez, on l'a déjà dit aussi, Anna de Noailles, Colette, Marguerite Yourcenar, Assia Djebar, Marie-Claire Blais, Dominique Rollin, etc., etc. Elle s'illustra aussi par l'ouverture, puisque 10 membres sur les 40 académiciens sont des écrivains de pays francophones qui ne sont pas des résidents belges. Enfin, elle n'admit pas les candidatures, les académiciens et académiciennes étant recrutés par cooptation. Pour revenir un instant sur l'accueil que fit l'Académie belge aux femmes, puisque je prends la parole ici en tant que femme et aussi en tant que philologue représentant ma classe, je rappelle le coup de force symbolique que fut l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française en 1981, 10 ans après sa réception à l'Académie belge, ce qui fit écrire par Jean Chalon dans une lettre au Figaro en 1977 ou 77 si vous préférez. Il était un soutien de Yourcenar et cette citation m'a amusée. « Ah, cette Académie royale belge a de quoi nous faire rêver, nous Français, puisqu'elle sut élire une Anna de Noailles, une Colette, une Yourcenar. » Contrairement à l'Académie française, et c'est peut-être un élément que je regrette, outre tout ce qui a été dit et qui fait partie d'une sorte de communauté, ou en tous les cas de rapprochement possible entre l'Académie française et l'Académie de Belgique, les prix, le déploiement et les investigations vers l'extérieur, etc. Ce que je regrette personnellement, c'est que nous, ici à l'Académie de Belgique, nous n'avons pas de réel travail en commun, comme par exemple la composition d'un dictionnaire, même si je partage peut-être un peu, c'est pour sourire bien sûr, la phrase de Rimbaud « Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire ». Il est donc évidemment plus malaisé qu'en France de faire groupe, puisque nous nous voyons, bien sûr, mais nous ne travaillons pas nécessairement à quelque chose de commun. Mais cet espace pluriel, cet ensemble singulier qui se sait et se veut composé de singularités fortes, mais ouvertes, fait front commun lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'élargir l'intelligence de la langue et de la littérature, et se crée alors, à certaines occasions, une communauté vraie, une compagnie vraie. L'Académie belge, on l'a dit déjà, comporte des écrivains, des poètes, qui la composent aux 2 tiers, un tiers étant désigné comme le petit groupe des philologues. Dans ce petit groupe des philologues, on retrouve des grammairiens, des linguistes, des généticiens du texte littéraire, des historiens de la littérature, des dialectologues. Tout cela peut sembler assez hétéroclite,
mais on constate souvent une porosité des pratiques, une forme d'intersection des angles d'approche et des méthodes aussi. Bref, s'interrogeant sur les pouvoirs du langage, en ce compris le langage littéraire, une intercompréhension existe souvent entre les philologues entre eux, je dirais, et entre écrivains et philologues. Certes, cette disparate est parfois source de tensions, de petits conflits ou de polémiques à fleuret moucheté, mais les consoeurs et confrères sont le plus souvent ouverts à la dissidence, à l'invention, à l'écart. Les immortels et immortelles ne sont pas parfaits. George Sand n'écrivait-elle pas dans une brochure parue chez Dantu en 1863 et intitulée « Pourquoi les femmes à l'Académie ?» C'est par cette citation que je vais terminer. Pourquoi les femmes à l'Académie, et qui, cette citation vaut aussi pour hommes et femmes compris, aussi bien pour la France que pour la Belgique, je cite, « En aucun temps, la France n'a produit à la fois 40 génies de haut vol, et dans tous les temps, quelques-uns de ces esprits de premier ordre ont mieux aimé se tenir à l'écart et conserver une entière indépendance que de se faire classer dans une série quelconque. » Je ferme les guillemets. C'est avec cette série quelconque, malheureusement, qu'il vous faudra bien continuer à vivre cette matinée et à prendre tout à l'heure le cocktail d'anniversaire. Merci. Monseigneur, chers amis, Binamé Bonedja, puisque l'Académie royale de langue et littérature de Belgique doit aussi défendre les langues régionales, moi j'aurai non seulement le privilège d'être bref, mais aussi de conclure. Le grand jeteur de dés qui croyait abolir le hasard m'a fait un cadeau inestimable en me permettant de fêter le 101e anniversaire de notre Académie. J'ai effectivement commis un petit livre, Le Roi rebelle, à la gloire de l'unité surnuméraire, le 3e testament, le 6e sens, la 10e muse. Cette année de sursis est donc pour moi providentielle. La peste soit donc des nombres ronds. Une académie de 100 ans eût été un peu trop académique pour être célébrée. Académique. Mon dictionnaire des synonymes me propose pour ce mot le registre du conventionnel, conformiste, banal, convenu, ou de l'emphatique, pompeux, affecté. Nous ne nous sentons ni l'un ni l'autre. En racontant l'histoire de notre institution, Raymond Trousson nous rappelle que l'idée en est venue après une grève des écrivains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie. Il y a eu, à ma connaissance, 2 grèves dans la longue histoire de la littérature. La grève des scénaristes de télévision américains et la grève des poètes belges. Rien que pour cela, je suis fier d'être belge et je suis fier d'être parmi vous. Et fier d'avoir été choisi pour vous présenter en 6 minutes les membres de notre collège littéraire, notre classe littéraire. J'eusse aimé pour cela avoir le panache de Cyrano présentant sa compagnie au comte de Guiche, comme les cadets de Gascogne fidèles à leur rendez-vous, certains poètes sans vergogne, d'autres romanciers un peu fous, venus de Liège, de Bastogne, de Bruxelles, de Houtsiplou. Comme les cadets de Gascogne, ils sont toujours au rendez-vous. Toujours, entendons-nous. Une institution comme la nôtre se doit d'être représentative et efficace. Les deux ne sont pas toujours compatibles. Mais bon an, mal an, notre imposante table ovale est bien garnie. Et que font nos académiciens de leur samedi après-midi une fois par mois? Mais à quoi peut bien servir une académie à l'époque où tout le monde écrit et où tout le monde a un avis sur la langue?
La réponse nous est peut-être fournie par le poète et ami Werner Lambercy. Nous sommes, toi et moi, lecteurs de ces choses inutiles dont l'âme a besoin. Et je vous assure qu'il y a une âme dans cette académie. Alors nos académiciens, ils s'écoutent parler les uns les autres, verbe pronominal réciproque et non pas trop réfléchi. Ils se disputent sur l'accord du participe passé, se réconcilient sur le dos de l'orthographe orthopédique, funambulent sur un budget tendu, s'enthousiasment pour distinguer au mieux des dotations et des subventions les auteurs méritants, encouragent les jeunes, saluent les aînés et prennent le café à 16h30. Ils se prennent au sérieux parce qu'ils sont écrivains, jamais parce qu'ils sont académiciens, parce qu'ils sont investis d'une mission, mais non parce qu'ils sont fiers d'un titre. Ils sont attentifs aux enjeux de leur époque avec souvent un temps d'avance. On vous l'a rappelé, et je vais me permettre de ne pas vous rappeler que nous comptons des femmes depuis l'origine et qu'il y a des prix accordés à nos femmes depuis la première session de prix. C'est une habitude avec laquelle nous allons renouer. Elle s'est ouverte aux membres étrangers, persuadée que le français n'a pas de frontières. Elle a soutenu la féminisation des noms de métiers et rappelé qu'une langue est inclusive par son usage, non par ses prothèses. Elle s'efforce d'être juste dans ses opinions et, et dans ses prises de position, parce qu'elle prend aussi position. Car le propre d'une académie est d'échapper aux modes, de rappeler qu'une langue et une littérature doivent évoluer avec les sociétés en conservant leurs héritages, sans lesquels elles ne seraient que des akènes de pissenlit. Cela fait des ennemis. Cela fait des amis. Je suis heureux de voir ces derniers réunis aujourd'hui pour passer ce cap de bonne espérance. Tous les caps sont dangereux. Nous avons perdu dans celui-ci notre capitaine, Jacques de Decker, qui devait présider au centenaire. Qu'il me soit permis de le saluer à mon tour, comme je salue le courage et l'engagement de son successeur, Yves Namur. Il symbolise bien pour moi cette année surnuméraire qui donne sens à notre centenaire. Comme aurait pu dire Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 101 ans. Vous remarquerez qu'avec 100 ans, ça ne marche pas. Puisse donc notre 101e anniversaire être digne des 1001 nuits. Je vous remercie. Alors ceci n'est pas prévu au programme. Notre académie parfois prend des chemins de traverse et nous en sommes heureux. Avant d'écouter Astor Piazzolla, je voudrais céder la parole à Monseigneur. Nous nous sommes parlé il y a quelques instants et je souhaiterais l'accueillir. Il a quelques messages à nous transmettre. Nous en sommes heureux. Madame, je m'adresse à vous et veuillez m'excuser pour cette intrusivité. Je crois que ça se dit en langue française. La langue française est une langue extrêmement riche et je pense que même étant riche, elle a également ses limites pour m'exprimer par rapport à vous et pour vous dire toute l'estime et le respect que je vous dois. Je voulais, par la même occasion aussi, me joindre à vous pour vous féliciter et vous dire tout le respect et l'estime que j'ai pour cette institution.
Mais je voulais avant tout vous dire un message de parents simples. L'Académie a pour objectif de préserver une langue, et j'en suis très heureux. Mais comment peut-on respecter une langue? Comment peut-on garantir la pérennité d'une langue, si ce n'est qu'au travers de la lecture? Je voudrais quand même vous dire que je suis très préoccupé par le fait que les jeunes aujourd'hui, et même les moins jeunes, ne lisent plus. Et je crois que c'est un peu le rôle des académies de pouvoir avoir un contact étroit avec le monde universitaire, avec le monde scolaire, et de donner des impulsions aux institutions d'éducation pour voir comment cette langue peut être pérennisée. Et selon moi, il n'y a pas d'état de choix. Une langue est apprise par la lecture. Moi, j'ai passé pour apprendre l'anglais, je vous ferai une petite anecdote, j'ai lu, je crois que s'il y avait eu 30 heures sur la journée, j'aurais utilisé les 30 heures pour lire un livre de 700 pages en anglais. Et je crois que c'est comme ça qu'on apprend les langues, mais c'est aussi comme ça qu'on les préserve. Alors, encore une fois, veuillez excuser mon intrusivité ou le fait que je sois intrusif, mais il me semble fondamental que ma femme et moi, comme parents et comme des tas d'autres parents, voudrons, je vous prends en otage quasiment, mais je voudrais vraiment insister sur le fait combien il est important que les jeunes puissent s'exprimer de façon correcte. Je crois qu'ici on a je crois que c'est même vous qui avez dit combien de mots anglais sont introduits dans la langue française, parce que je crois que c'est les termes anglais simples. Attention, la langue anglaise est une langue extrêmement complexe, mais je pense que les mots d'anglais utilisés dans la langue française, ce sont des mots d'argot, si je puis dire, et donc qui simplifient le langage. Et moi, j'aurais tant aimé vous faire passer ce message. S'il vous plaît, préservez la langue française au travers de la lecture, et si je peux me permettre, que vous puissiez être les ambassadeurs aussi auprès des institutions universitaires et scolaires. Je vous remercie. Je n'aime pas dire de votre attention, mais j'aimerais bien quand même vous le dire. C'est quelque chose que je ne dis jamais, parce que ça rend le discours un peu rébarbatif, mais j'aimerais tellement pouvoir vous dire du fond du cœur combien il est important d'insister sur la lecture pour les jeunes. Et je parle de mes enfants aussi, parce que les jeux informatiques, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Merci.